Avant l'arrivée des Européens, le Burundi était un royaume bien établi dans la région des Grands Lacs africains. La monarchie occupait une place centrale dans la société burundaise. Le roi, appelé, était considéré comme étant désigné par Dieu et détenait l'autorité suprême. Il présidait une structure sociale hiérarchisée, avec une aristocratie puissante. La propriété foncière était un élément clé de cette hiérarchie, les chefs et sous-chefs contrôlant l'accès aux terres et aux ressources. La majorité de la population était Hutu, principalement des agriculteurs. Les Tutsis, traditionnellement des pasteurs, formaient un groupe plus petit mais influent. Les relations entre Hutu et Tutsi étaient complexes et non définies de manière rigide. Les mariages mixtes n'étaient pas rares et la mobilité sociale, bien que limitée, était possible. Ce système fluide d'organisation sociale allait être considérablement modifié par l'intervention coloniale. L'Allemagne a officiellement colonisé le Burundi à la fin du XIXe siècle, marquant le début de la domination européenne. La présence allemande au Burundi est restée limitée. Ils ont largement gouverné à travers les structures indigènes existantes, s'appuyant sur le et les chefs locaux pour maintenir l'ordre. Les Allemands se sont concentrés sur l'exploitation économique, en particulier sur la culture de plantes commerciales comme le café. Cette période a vu l'introduction de nouveaux systèmes de travail forcés et de taxation, pesant sur la population locale. Cependant, la courte durée du règne allemand, qui n'a duré que jusqu'à la Première Guerre mondiale, les a empêchés de mettre en œuvre des changements à grande échelle. Malgré leur implication limitée, les germes d'un système colonial plus intrusif étaient semés. Après la Première Guerre mondiale, la Belgique a pris le contrôle du Burundi sous mandat de la Société des Nations. Contrairement aux Allemands, les Belges ont mis en place un système d'administration plus direct et interventionniste. Ils ont établi une bureaucratie centralisée, sapant l'autorité du et de la chefferie traditionnelle. Les Belges ont introduit la culture du café à grande échelle comme culture de rente, intégrant davantage le Burundi au marché mondial. Ils ont également promu un système de classification ethnique rigide, exacerbant les divisions sociales existantes. Les Belges ont favorisé les Tutsis dans les postes administratifs, les considérant comme des alliés naturels. Cette politique de diviser pour régner aura des conséquences durables sur les relations ethniques au Burundi. Section 4. L'impact des missions chrétiennes. Les missions chrétiennes, en particulier les ordres catholiques, ont joué un rôle important dans la formation du Burundi colonial. Arrivés avec le soutien des autorités allemandes puis belges, ils se sont rapidement imposés comme des acteurs majeurs dans l'éducation et les soins de santé. Les missionnaires fournissaient des services d'éducation et de santé de base, souvent dans des zones négligées par l'administration coloniale. Cependant, leur influence s'étendait au-delà de ces services pratiques. La conversion au christianisme était souvent considérée comme une condition préalable à l'avancement social. Les écoles des missions sont devenues des lieux importants pour la diffusion des valeurs culturelles européennes, sapant davantage les croyances et les pratiques traditionnelles. Le rôle des missions, dans la promotion d'un ordre social et moral particulier, a contribué à la transformation de la société burundaise. Section 5. Division ethnique et domination coloniale. Les politiques coloniales, en particulier sous le régime belge, ont eu un impact profond sur les relations ethniques au Burundi. Les Belges, influencés par les théories raciales répandues à l'époque, ont accentué les différences entre Hutu et Tutsi. Ils ont codifié ces distinctions par le biais de cartes d'identité et d'un système de quotas ethniques dans l'éducation et le gouvernement. Les Tutsis, perçus comme naturellement supérieurs, ont bénéficié d'un traitement préférentiel, consolidant davantage leur position au sein de l'administration coloniale. Cette politique a créé du ressentiment parmi les Hutus, qui se sentaient de plus en plus marginalisés. La manipulation des identités ethniques par les Belges a semé les graines de futurs conflits ethniques. Section 6. De la monarchie à la République, une transition tumultueuse. Le Burundi a accédé à l'indépendance en 1962, héritant d'un héritage de tensions ethniques et d'un appareil d'État centralisé. La transition vers l'indépendance a été marquée par l'instabilité politique et la violence. Le premier gouvernement post-indépendance, une monarchie constitutionnelle, a eu une courte durée de vie. Une série de coups d'État et de contre-coups d'État s'en est suivie, reflétant la fragilité du nouvel État indépendant. En 1966, une république a été proclamée, mettant officiellement fin à la monarchie séculaire. Cependant,
les tensions sous-jacentes sont restées, préparant le terrain pour de futurs conflits et de l'instabilité. Section 7. Conclusion. Un héritage colonial. L'expérience coloniale a laissé une marque indélébile sur le Burundi moderne. L'introduction des cultures de rente et l'intégration au marché mondial ont transformé l'économie. Les missions chrétiennes ont remodelé le paysage social et moral. Cependant, l'héritage le plus durable du colonialisme a été l'exacerbation des divisions ethniques. La politique belge de diviser pour régner, associée à l'introduction de classifications ethniques rigides, a créé un climat de méfiance et de ressentiment. Cet héritage continue de hanter le Burundi, contribuant à l'instabilité politique, à la violence et au sous-développement. Le défi pour le Burundi reste de surmonter ce passé conflictuel et de construire une société plus inclusive et plus équitable.